Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, le limogeage du ministre des Affaires étrangères continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Vous suivrez dans cette édition l'analyse des journalistes politiques à ce propos. Et puis les membres du mouvement burkinabé, les jeunes patriotes pour la paix, ont sensibilisé leurs compatriotes résidant au Bénin sur le respect des lois et institutions de leur pays d'accueil qu'est le Bénin. Nous en parlerons également dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières, le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, a conservé la confiance d'une grande partie des électeurs des provinces du Sud et se présente en position de force avant le second tour de l'élection présidentielle. C'est tout pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue. À l'issue du Conseil des ministres d'hier, Wilfried Léandre Rungbedji, porte-parole du gouvernement, a répondu à la question qui lui a été adressée en ce qui concerne la confirmation des rumeurs sur le limogeage du ministre des Affaires étrangères. À ce propos, suivons sa réponse. Au terme de la Constitution de notre pays, le président de la République a la prérogative exclusive de nommer ses ministres, de déterminer leurs attributions et de mettre fin à leurs fonctions. Le cas échéant, tout cela obéit à un certain formalisme. Il va sans dire que, en temps et en heure, les actes qui consacrent la nomination d'un ministre ou sa sortie du gouvernement sont les éléments qui permettent d'apprécier la situation. Et donc, en l'espèce, jusqu'à plus informer, ces actes interviendront ou non, le moment venu, pour vous situer définitivement sur le sujet. Le limogeage du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, continue et bien sûr de susciter des commentaires au sein de l'opinion publique. La rédaction d'IDEN-TV a recueilli les avis de quelques journalistes politiques. Suivez ici leur lecture sur le départ du ministre des Affaires étrangères du gouvernement. Il y a certainement des événements majeurs qui ont fait décider le chef de l'État. La manière dont le ministre Agbenossi est sorti, c'est une manière qui peut-être est très propre au président de la République, mais qui a ses avantages et ses conséquences. C'est vrai que pour la plupart, pour des informations proches que nous avons, ce sont des erreurs de grande échelle qui ont amené le chef de l'État à prendre un certain nombre de décisions. Le ministre Agbenossi est parti, mais il y avait des signes précurseurs. À un moment donné, le bras coopération lui a été retranché. Il a une évidence qu'un ministre parte ou qu'un ministre reste, le président de la République n'a aucun intérêt que 2026 lui échappe. Le peuple béninois doit savoir que le chef de l'État a vraiment dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais il a constaté qu'il devrait changer l'équipe. Et ça me réconforte dans mes analyses parce que j'ai dit, c'est là sur un des plateaux, que le chef de l'État va réduire la taille de son gouvernement à 10 ministres. Et c'est ça qui justifie un peu la création des agences et des commissions. Aujourd'hui, Agbenossi, tout le monde devait savoir qu'Agbenossi devait partir parce qu'on lui a pris le gros pan de son ministère en le remettant à Ouaddaï. Il devrait savoir, il sait qu'il devait partir parce que dans un certain nombre d'affaires, son nom a été cité. Et vous savez bien que le chef de l'État béninois tient à son image. Et vous savez très bien que l'association du chef de l'État, ça pose problème. J'ai dit quelque part, à 3 ans du départ du chef de l'État, il y a des actions qu'il ne faut pas entreprendre. Et quand vous les entreprenez, alors que vous êtes avec le chef de l'État, vous perdez politiquement. Donc il va se débarrasser progressivement de tout ce qui, en soumet, propose déjà une candidature pour le remplacer. Donc il estime que ceux-là ne veulent pas l'aider à conduire son mandat à terme. Parce qu'à 3 ans exactement, vous ne pouvez pas lancer ce que vous lancez là. Donc le chef de l'État, il est en train de faire déjà le nettoyage. La première hypothèse que je prends en compte pour mon analyse et qui m'amène à dire que les relations entre les deux hommes n'étaient pas au beau fixe depuis un certain temps,
c'est le fait qu'on a appris tout récemment que le ministre des Affaires étrangères avait postulé au poste de représentant des Nations Unies pour l'Afrique. Et donc, pour quelqu'un qui sait lire entre les lignes, il suppose que s'il a voulu quitter son poste de ministre pour aller ailleurs, c'est que ça ne va pas très bien entre lui et son patron. La deuxième raison, c'est que vous savez très bien que la plupart des ambassadeurs sont nommés par le chef de l'État, mais ils sont sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires étrangères. Et pour ce que moi j'en sais, c'est que depuis 2016 tout au moins, les relations entre les ambassadeurs et le ministre des Affaires étrangères n'ont jamais été tendres. Et enfin, il y a la question que tout le monde suppute aujourd'hui qui peut être mise dans la balance pour faire une analyse, c'est la dernière inauguration de la raffinerie de l'homme d'affaires Dangote au Nigeria, pour lequel on a vu presque tous les chefs d'État de la sous-région, sauf celui du Bénin. Retour maintenant sur le compte rendu de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont entre autres l'approbation des statuts de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA. Suivez un extrait du compte rendu avec Wilfried Léandre Rungwedi, porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives, sous cette rubrique, ont été adoptés les décrets portant création, organisation, composition et fonctionnement du Millennium Challenge Account Bénin régional. Application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Approbation des statuts de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA. Au titre des communications, en point 1, recrutement de 15 auditeurs à l'Inspection générale des finances, IGF, au titre de l'année 2023. En point 2, réalisation du collecteur d'eau pluviale et aménagement des voies d'accès à l'hôpital de référence à Abomey-Calavi. En point 3, travaux d'aménagement de la zone sud de l'esplanade des Amazones dans le cadre de l'organisation de la 50e édition des championnats du monde de pétanque au Bénin. En point 4, construction d'un golf 18 trous championship à Avlekete dans la commune de Ouida. Dans la suite des projets de mise en valeur du potentiel touristique de notre pays entrepris par le gouvernement pour faire du Bénin une destination de premier plan, et au regard des infrastructures modernes en cours de réalisation dans la localité d'Avlekete, il est apparu opportun d'insérer le golf comme discipline sportive avec des espaces spécifiques dédiés à sa pratique. En point 5, élaboration du plan de secteur du périmètre d'influence de la zone économique spéciale de Glodjigbe. En point 6, contractualisation pour la réalisation de travaux confortatifs et l'acquisition d'équipements complémentaires à l'hôpital de Savet. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il s'agit de la participation du Bénin à la 40e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES du 23 au 27 mai 2023 à Niamey au Niger, puis à la 111e session de la Conférence internationale du travail et autres rencontres du 5 au 16 juin 2023 à Genève, en Suisse. J'en parlais au sommet, à la suite de la communauté nigérienne au Bénin, les membres du mouvement burkinabé, les jeunes patriotes pour la paix ont sensibilisé leurs compatriotes résidant au Bénin sur le respect des lois et institutions de leur pays d'accueil. La démarche vise à cultiver le bon vivre entre les deux peuples selon le président du mouvement, Abdoul Raouf Pafadnam, qui a profité de l'occasion pour saluer les efforts du président Patrice Talon pour la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons initié tout d'abord une tournée internationale de paix et aujourd'hui nous sommes au Bénin. C'est pour sensibiliser en tout cas nos frères, les ressortissants vivant au Bénin, pour avoir des bons comportements, pour avoir des meilleurs comportements vis-à-vis de la population béninoise, pour qu'on ait une cohabitation, pour qu'on ait le bon vivre.
Parce que vous savez que, après tout, notre objectif final, c'est quand nous parlons de l'Union africaine. L'Union africaine, si nous voulons vraiment prôner l'union, il faut qu'il y ait d'abord l'entente, l'harmonie entre les peuples. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez au Burkina, vous ne pouvez pas faire la différence entre les Béninois et les Burkinabés. Voilà, tout comme en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a le bon vivre, il y a le vivre ensemble. Et si jamais vous voyez qu'il y a quand même des communautés que vous pouvez remarquer qu'à un moment donné, on peut les indexer pour dire que oui, c'est ceux-là. C'est parce que ce qu'ils représentent ou les actes qu'ils posent, c'est négatif. Donc automatiquement, ils seront indexés. Alors donc, nous voulons tout d'abord appeler les ressortissants qui sont au Bénin de respecter les lois qui sont au Bénin, les traditions, les coutumes, le respect des aînés, la solidarité, de se donner la main dans la main et aussi voir comment eux ils vont travailler aussi avec les Béninois parce que si tu es burkinabé, tu es ici, ça sous-entend aussi qu'il y a des Béninois au Burkina Faso. Alors, après tout, c'est vrai qu'il y a les conventions qui nous permettent en tout cas de vivre ensemble. Et vous savez, au niveau de Bénin ici, il y a des gens qui profitent avec le projet que le président Talon a lancé, qui est les graines de coton. Et vous savez, ce projet, c'est vraiment bénéfique, non pas seulement pour les Béninois, mais je dirais que c'est pour toute l'Afrique, tout entière. Les gens ont bénéficié, mais il y a quand même des gens de la mauvaise foi qui profitent de ça pour créer des fausses sociétés, pour escroquer les honnêtes citoyens. Donc nous voulons interpeller le président d'avoir en tout cas un autre regard sur cette question, parce qu'il y a des victimes à notre niveau. Nous avons quand même des victimes, des gens qui ont eu à verser des sociétés de l'argent pour obtenir en retour des graines de coton, mais malheureusement jusqu'à présent, ils ont tapé peut-être même une année sans avoir de nouvelles. Donc je pense que ce côté, on doit vraiment revoir. Et c'est à féliciter parce que nous avons vu aussi qu'au niveau des cybercriminalités, le président a mis des structures en place aussi, vraiment pour éradiquer tout cela. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la 66e journée mondiale de l'Afrique. Mademoiselle Julienne Ariori, ambassadrice de Future Africa Leaders Foundation, nous parle ici du bien fondé de cette journée et de comment l'Afrique pourrait se développer grâce à la jeunesse. Elle est au micro de Arthur Rendo. Cette journée-là, spécialement le 25, a marqué le début d'une nouvelle prise de décision que les leaders, les premiers leaders africains ont pris, ayant remarqué le besoin de s'unir, d'une Afrique unie, parce qu'une Afrique fragmentée ne pourrait pas contribuer au développement. Le thème de cette année, c'est « Jeunesse au cœur du développement durable ». Et qu'est-ce qu'on peut y comprendre? On peut y comprendre que la jeunesse est la force du présent. La jeunesse est l'espoir du futur et nous devons préparer cette jeunesse-là pour le futur en leur passant la relève de tout ce que les aînés ont eu à faire jusque-là. Donc il est très important de préparer cette jeunesse-là au futur en leur parlant de l'histoire, en leur contant l'histoire et en leur donnant les principales actions à mener de là où ils sont en tant que jeunes pour contribuer au développement et pour continuer tout ce qui a été fait jusque-là. Pour que l'Afrique puisse véritablement prendre son envol, il faut avant tout préparer les jeunes Africains à ce développement-là, à ce changement-là, par le changement de leur mentalité. Donc c'est la base. Travailler sur la mentalité du jeune Africain, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il peut de là où il est maintenant pour contribuer à ce développement-là. Autre information dans ce journal, quelle est la formule de financement des projets d'investissement par la Banque mondiale? Hier à Cotonou, l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a tenté d'informer les acteurs du secteur privé sur la question. C'était en présence des responsables de la Banque mondiale, des opérateurs économiques et aussi des organisations de la société civile. Grâce à Valigwe pour le compte-rendu.
Rendre compétitives les entreprises locales avec le soutien de l'institution financière mondiale, la Banque mondiale. C'est l'un des véritables objectifs de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. En marge des activités de reddition de comptes de l'ARMP à ses partenaires et aux acteurs du privé entamé le mardi 23 mai, un atelier sur la perception des opérateurs économiques sur le système de financement des passations des marchés publics est organisé. Pour le président de l'autorité de régulation des marchés publics, c'est une véritable opportunité pour les acteurs du privé qui doivent la saisir aux fins de promouvoir le développement durable. Le Bénin aujourd'hui a fait un choix, le choix d'être performant sur toute l'année. Je voudrais nous inviter maintenant, chers compatriotes, chers entrepreneurs, à davantage nous cultiver. Parce que nous ne sommes pas et nous ne devons pas être qu'au Bénin. Le monde évolue aujourd'hui. Cet espace de 113 600 km² est insuffisant pour vous. Vous devez avoir la capacité de compétir avec toutes les entreprises au monde. Nous vous voulons sur tous les marchés du monde entier. C'est peut-être difficile, oui, mais lorsqu'on s'y engage, on arrivera. Avec le précieux accompagnement de la Banque mondiale, nous pourrons donc arriver. Je vous invite alors à faire effort pour davantage dépasser les limites nationales qui sont les nôtres aujourd'hui, pour voir grand, pour voir loin, pour voir gros. Et c'est en cela que le Bénin pourra alors être fier de ses entrepreneurs et accompagner chacun de vous. Quel critère rempli pour avoir le financement de la Banque mondiale? Yeo Yenemania, représentant résident de la Banque mondiale, répond. C'est à travers les marchés publics que les gouvernements mettent en œuvre leur politique de développement. Les choix stratégiques du gouvernement pour le Bénin de demain se disent à travers les marchés publics, quelles que soient les sources de financement. C'est un contrat donnant-donnant, gagnant-gagnant. Toutes les parties doivent y trouver leur compte. Le citoyen, donc qui est le contribuable, qui apporte l'argent, l'opérateur économique et l'État. C'est aussi une responsabilité pour vous, celle de délivrer les biens et services qui vous sont demandés au meilleur rapport qualité-prix en suivant les règles des marchés publics. Les bons comptes font les bons amis, comme on a l'habitude de le dire. Cet atelier vise donc deux objectifs. D'une part, vous informer des opportunités qui existent donc pour vos entreprises à travers les projets de développement financés par la Banque mondiale au Bénin. Et d'autre part, vous instruire et vous rendre plus alerte pour que vous sachiez comment tirer parti de ces opportunités en proposant des soumissions qui seront prises en considération, examinées et évaluées suivant les règles qui veulent, celles d'une compétition saine et transparente. L'ARMP, depuis sa création par la loi 2009-02 du 7 août 2009, portant compte des marchés publics et des délégations de services publics, veille à améliorer et à renforcer l'efficience du système de la commande publique. Allons maintenant en Turquie. Malgré les critiques ayant visé le chef de l'État turc au lendemain du séisme meurtrier du 6 février, Recep Tayyip Erdogan a conservé la confiance d'une grande partie des électeurs des provinces du Sud et se présente en position de force avant le second tour de l'élection présidentielle. Suivez le commentaire. Le regard du président turc Erdogan fixe les runes d'Antakya depuis l'affiche qui les surplombe et les réconforte avant le second tour dimanche prochain de l'élection présidentielle. Dans les provinces du sud de la Turquie, dévastées par le séisme du 6 février qui a fait au moins 50 000 morts en Turquie et en Syrie, des millions d'électeurs ont préféré miser sur l'homme au pouvoir qui a manqué de peu d'être réélu lors du premier tour. Le maintien du chef de l'État dans les zones sinistrées, malgré le retard des secours et l'effondrement de dizaines de milliers de bâtiments sur leurs occupants, a contribué à la contre-performance au premier tour de Kemal Kılıçdaroğlu, qui a recueilli 49,9% des suffrages contre 49,5% pour le président Erdogan. La colère exprimée après le tremblement de la terre avait contraint le chef de l'État à d'inhabituelles excuses publiques. Le chercheur rappelle que la plupart des provinces frappées votent traditionnellement en faveur du président.
Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.bene-iden.tv. Vous pouvez nous suivre en téléchargeant notre application sur Play Store ou App Store. Bonne suite de nos programmes et à demain.